Aujourd'hui, 14 septembre, à 3 heures de l'après-midi, par un temps doux, gris et pluvieux, je suis entré dans ma nouvelle place. C'est la 12e en 2 ans. Bien entendu, je ne parle pas des places que j'ai faites durant les années précédentes. Il me serait impossible de les compter. Ah! Je puis me vanter que j'en ai vu des intérieurs et des visages, et de sales âmes. Et ça n'est pas fini. À la façon, vraiment extraordinaire, vertigineuse, dont j'ai roulé, ici et là, successivement, de maison en bureau et de bureau en maison, du bois de Boulogne à la Bastille, de l'Observatoire à Montmartre, des Ternes aux Gobelins, partout, sans pouvoir jamais me fixer nulle part. Faut-il que les maîtres soient difficiles à servir maintenant? C'est à ne pas croire. L'affaire s'est traitée par l'intermédiaire des petites annonces du Figaro et sans que je voie madame. Nous nous sommes écrits des lettres, ça a été tout, moyen chanceux où l'on a souvent, de part et d'autre, des surprises. Les lettres de madame sont bien écrites, ça c'est vrai. Mais elles révèlent un caractère tatillon et méticuleux. Ah! Il lui en faut des explications et des commentaires, et des pourquoi, et des parce que. Je ne sais si madame est avare, en tout cas, elle ne se fend guère pour son papier à lettres. Il est acheté au Louvre. Moi qui ne suis pas riche, j'ai plus de coquetterie. J'écris sur du papier parfumé à la peau d'Espagne, du beau papier, tantôt rose, tantôt bleu pâle, que j'ai collectionné chez mes anciennes maîtresses. Il y en a même sur lequel sont gravées des couronnes de comtesse. Ça a dû lui emboucher un coin. Enfin, me voilà en Normandie, au Ménilroi. La propriété de madame, qui n'est pas loin du pays, s'appelle le Prieuré. C'est à peu près tout ce que je sais de l'endroit où, désormais, je vais vivre. Je ne suis pas sans inquiétude ni sans regret d'être venu, à la suite d'un coup de tête, m'ensevelir dans ce fond perdu de province. Ce que j'en ai aperçu m'effraie un peu, et je me demande ce qui va encore m'arriver ici. Rien de bon sans doute et comme d'habitude, des embêtements. Les embêtements, c'est le plus clair de notre bénéfice. Pour une qui réussit, c'est-à-dire pour une qui épouse un brave garçon ou qui se colle avec un vieux, combien sont destinés aux malchances, emportés dans le grand tourbillon de la misère? Après tout, je n'avais pas le choix, et cela vaut mieux que rien. Ce n'est pas la première fois que je suis engagé en province. Il y a 4 ans, j'y ai fait une place. Oh! Pas longtemps, et dans des circonstances véritablement exceptionnelles. Je me souviens de cette aventure comme si elle était d'hier. Bien que les détails en soient un peu lestes et même horribles, je veux la conter. D'ailleurs, j'avertis charitablement les personnes qui me liront que mon intention, en écrivant ce journal, est de n'employer aucune réticence, pas plus vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis des autres. J'entends y mettre au contraire toute la franchise qui est en moi et quand il le faudra, toute la brutalité qui est dans la vie. Ce n'est pas de ma faute si les âmes, dont on arrache les voiles et qu'on montre à nu, exhalent une si forte odeur de pourriture. Voici la chose. J'avais été arrêtée, dans un bureau de placement, par une sorte de grosse gouvernante, pour être femme de chambre chez un certain monsieur Rabour, en Touraine. Les conditions acceptées, il fut convenu que je prendrais le train, tel jour, à telle heure, pour telle gare, ce qui fut fait selon le programme. Dès que j'eus remis mon billet au contrôleur, je trouvai, à la sortie, une espèce de cocher à face Rubicon débourru, qui m'interpella. « C'est Y vous qu'êtes la nouvelle femme de chambre de monsieur Rabour ? » « Oui, c'est moi. »« Vous avez une malle ? » ?»« Oui, j'ai une malle. »« Donnez-moi votre bulletin de bagages, et attendez-moi là. » Il pénétra sur le quai. Les employés s'empressèrent. Il l'appelait « Monsieur Louis », sur un ton d'amical respect. Louis chercha ma malle parmi les colis entassés et la fit porter dans une charrette anglaise, qui stationnait près de la barrière. « Eh bien, montez-vous » Je pris place à côté de lui sur la banquette, et nous partîmes. Le cocher me regardait du coin de l'œil. Je l'examinais de même. Je vis tout de suite que j'avais affaire à un rustre, à un paysan mal dégrossi, à un domestique pas stylé et qui n'a jamais servi dans les grandes maisons. Cela m'ennuya. Moi, j'aime les belles livrées. Rien ne m'affole comme une culotte de peau blanche, moulant des cuisses nerveuses. Et ce qu'il manquait de chic, ce Louis, sans gants pour conduire, avec un complet trop large de droguet gris-bleu, et une casquette plate, en cuir verni, ornée d'un double galon d'or. Non vrai. Il retarde, dans ce patelin-là.
Avec cela, un air renfrogné, brutal, mais pas méchant diable, au fond. Je connais ces types. Les premiers jours, avec les nouvelles, ils font les malins, et puis après ça s'arrange. Souvent, ça s'arrange mieux qu'on ne voudrait. Nous restâmes longtemps sans dire un mot. Lui faisait des manières de grand cocher, tenant les guidotes et jouant du fouet avec des gestes arrondis. Non, ce qu'il était rigolo. Moi, je prenais des attitudes dignes pour regarder le paysage, qui n'avait rien de particulier, des champs, des arbres, des maisons, comme partout. Il mit son cheval au pas pour monter une côte et tout à coup, avec un sourire moqueur, il me demanda. « Avez-vous au moins apporté une bonne provision de bottines ?»« Sans doute. » dis-je, étonné de cette question qui ne rimait à rien, et plus encore du ton singulier sur lequel il me l'adressait. « Pourquoi me demandez-vous ça ? C'est un peu bête ce que vous me demandez là, mon gros père, savez ? » Il me poussa du coude légèrement et glissant sur moi un regard étrange dont je ne pus m'expliquer la double expression d'ironie aiguë et ma foi, d'obscénité réjouie, il dit en ricanant. « Avec ça. Faites celle qui ne sait rien. Farceuse va, sacrée farceuse. » Puis il claqua de la langue, et le cheval reprit son allure rapide. J'étais intrigué. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Peut-être rien du tout. Je pensais que le bonhomme était un peu nigaud, qu'il ne savait point parler aux femmes et qu'il n'avait pas trouvé autre chose pour amener une conversation que, d'ailleurs, je jugeais à propos de ne pas continuer. La propriété de Monsieur Rabour était assez belle et grande. Une jolie maison, peinte en vert clair, entourée de vastes pelouses fleuries et d'un bois de pin qui embaumait la térébenthine. J'adore la campagne, mais, c'est drôle, elle me rend triste et elle m'endort. J'étais tout abruti quand j'entrai dans le vestibule où m'attendait la gouvernante, celle-là même qui m'avait engagé au bureau de placement de Paris, Dieu sait après combien de questions indiscrètes sur mes habitudes intimes, mes goûts, ce qui aurait dû me rendre méfiante. Mais on a beau en voir et en supporter de plus en plus fortes chaque fois, ça ne vous instruit pas. La gouvernante ne m'avait pas plu au bureau, ici, instantanément, elle me dégoûta et je lui trouvai l'air répugnant d'une vieille maquerelle. C'était une grosse femme, grosse et courte et soufflée de graisse jaunâtre, avec des bandeaux plats grisonnants, une poitrine énorme et roulante, des mains molles, humides, transparentes comme de la gélatine. Ses yeux gris indiquaient la méchanceté, une méchanceté froide, réfléchie et vicieuse. À la façon tranquille et cruelle dont elle vous regardait, vous fouillait l'âme et la chair, elle vous faisait presque rougir. Elle me conduisit dans un petit salon et me quitta aussitôt, disant qu'elle allait prévenir monsieur, que monsieur voulait me voir avant que je ne commençasse mon service. Car monsieur ne vous a pas vu, ajouta-t-elle. Je vous ai prise, c'est vrai, mais enfin, il faut que vous plaisiez à monsieur. J'inspectai la pièce. Elle était tenue avec une propreté et un ordre extrême. Les cuivres, les meubles, le parquet, les portes, astiqués à fond, cirés, vernis, reluisaient ainsi que des glaces. Pas de flafla, de tentures lourdes, de choses brodées, comme on en voit dans de certaines maisons de Paris, mais du confortable sérieux, un air de décence riche, de vie provinciale cossue, régulière et calme. Ce qu'on devait s'ennuyer ferme, là-dedans, par exemple. Mazette. Monsieur entra. Ah. Le drôle de bonhomme, et qu'il m'amusa. Figurez-vous un petit vieux, tiré à 4 épingles, rasé de frais et tout rose, ainsi qu'une poupée. Très droit, très vif, très ragoûtant, ma foi. Il sautillait, en marchant, comme une petite sauterelle dans les prairies. Il me salua et avec infiniment de politesse. « Comment vous appelez-vous, mon enfant ?»« Célestine, monsieur. »« Célestine, fit-il. »« Célestine ? Diable ! Joli nom, je ne prétends pas le contraire, mais trop long, mon enfant, beaucoup trop long. Je vous appellerai Marie, si vous le voulez bien. C'est très gentil aussi, et c'est court. Et puis, toutes mes femmes de chambre, je les ai appelées Marie. C'est une habitude à laquelle je serais désolé de renoncer. Je préférerais renoncer à la personne. Ils ont tous cette bizarre manie de ne jamais vous appeler par votre nom véritable. Je ne m'étonnais pas trop, moi à qui l'on a donné déjà tous les noms de toutes les saintes du calendrier. Il insista. Ainsi, cela ne vous déplaît pas que je vous appelle Marie ? C'est bien entendu ? Mais oui, monsieur. Jolie fille, bon caractère. Bien, bien.
Il m'avait dit tout cela d'un air enjoué, extrêmement respectueux, et sans me dévisager, sans fouiller d'un regard déshabilleur mon corsage, mes jupes, comme font, en général, les hommes. À peine s'il m'avait regardé. Depuis le moment où il était entré dans le salon, ses yeux restaient obstinément fixés sur mes bottines. « Vous en avez d'autres » me demanda-t-il, après un court silence, pendant lequel il me sembla que son regard était devenu étrangement brillant. « D'autres non, monsieur ? » ?»« Non, mon enfant, d'autres bottines. » Et il passa, sur ses lèvres, à petits coups, une langue effilée, à la manière des chattes. Je ne répondis pas tout de suite. Ce mot de bottine, qui me rappelait l'expression de Guy Pollisson du cocher, m'avait interdite. Cela avait donc un sens ? Sur une interrogation plus pressante, je finis par répondre, mais d'une voix un peu rauque et troublée, comme s'il se fût agi de confesser un péché galant. Oui, monsieur, j'en ai d'autres. Des vernis ? Oui, monsieur. De traits, très vernis ? Mais oui, monsieur. Bien, bien. Et en cuir jaune ? Je n'en ai pas, monsieur. Il faudra en avoir, je vous en donnerai. Merci, monsieur. Bien, bien. Tais-toi. J'avais peur, car il venait de passer dans ses yeux des lueurs troubles, des nuées rouges de spasmes. Et des gouttes de sueur roulaient sur son front. Croyant qu'il allait défaillir, je fus sur le point de crier, d'appeler au secours, mais la crise se calma, et au bout de quelques minutes, il reprit d'une voix apaisée, tandis qu'un peu de salive moussait encore au coin de ses lèvres. Ça n'est rien, c'est fini. Comprenez-moi, mon enfant. Je suis un peu maniaque. À mon âge, cela est permis, n'est-ce pas ? Ainsi, tenez, par exemple, je ne trouve pas convenable qu'une femme cire ses bottines, à plus forte raison les miennes. Je respecte beaucoup les femmes, Marie, et ne peux souffrir cela. C'est moi qui les cirerai vos bottines, vos petites bottines, vos chères petites bottines. C'est moi qui les entretiendrai. Écoutez bien. Chaque soir, avant de vous coucher, vous porterez vos bottines dans ma chambre, vous les placerez près du lit, sur une petite table, et tous les matins, en venant ouvrir mes fenêtres, vous les reprendrez. Et comme je manifestais un prodigieux étonnement, il ajouta. Voyons. Ça n'est pas énorme, ce que je vous demande là, c'est une chose très naturelle, après tout. Et si vous êtes bien gentille ? Vivement, il tira de sa poche 2 louis qu'il me remit. Si vous êtes bien gentille, bien obéissante, je vous donnerai souvent des petits cadeaux. La gouvernante vous paiera, tous les mois, vos gages. Mais, moi, Marie, entre nous, souvent, je vous donnerai des petits cadeaux. Et qu'est-ce que je vous demande ? Voyons, ça n'est pas extraordinaire, là. Est-ce donc si extraordinaire, mon Dieu ? Monsieur s'emballait encore. À mesure qu'il parlait, ses paupières battaient comme des feuilles sous l'orage. Pourquoi ne dis-tu rien, Marie ? Dis quelque chose. Pourquoi ne marches-tu pas ? Marche un peu que je les vois remuer, que je les vois vivre, tes petites bottines. Il s'agenouilla, baisa mes bottines, les pétrit de ses doigts fébriles et caresseurs, les délaça, et en les baisant, les pétrissant, les caressant, il disait d'une voix suppliante, d'une voix d'enfant qui pleure. Oh ! Marie ! Marie, tes petites bottines, donne-les-moi, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je les veux tout de suite, donne-les-moi. J'étais sans force. La stupéfaction me paralysait. Je ne savais plus si je vivais réellement ou si je rêvais. Des yeux de monsieur, je ne voyais que 2 petits globes blancs, striés de rouge. Et sa bouche était tout entière barbouillée d'une sorte de bave savonneuse. Enfin, il emporta mes bottines et durant 2 heures, il s'enferma avec elles dans sa chambre. « Vous plaisez beaucoup à monsieur » me dit la gouvernante en me montrant la maison. « Tâchez que cela continue. La place est bonne. » 4 jours après, le matin, à l'heure habituelle, en allant ouvrir les fenêtres, je faillis m'évanouir d'horreur, dans la chambre. Monsieur était mort. Étendu sur le dos, au milieu du lit, le corps presque entièrement nu, on sentait déjà en lui et sur lui la rigidité du cadavre. Il ne s'était point débattu. Sur les couvertures, nul désordre, sur le drap, pas la moindre trace de lutte, de soubresaut, d'agonie, de main crispée qui cherche à étrangler la mort.
Et j'aurais cru qu'il dormait, si son visage n'eût été violet affreusement, de ce violet sinistre qu'ont les aubergines. Spectacle terrifiant, qui, plus encore que ce visage, me secoua d'épouvante. Monsieur tenait, serré dans ses dents, une de mes bottines, si durement serrée dans ses dents, qu'après d'inutiles et horribles efforts je fus obligé d'en couper le cuir, avec un rasoir, pour la leur arracher. Je ne suis pas une sainte, j'ai connu bien des hommes et je sais, par expérience, toutes les folies, toutes les saletés dont ils sont capables. Mais un homme comme monsieur? Ah! Vrai! Est-ce rigolo, tout de même, qu'il existe des types comme ça? Et où vont-ils chercher toutes leurs imaginations, quand c'est si simple, quand c'est si bon de s'aimer gentiment, comme tout le monde? Je crois bien qu'ici il ne m'arrivera rien de pareil. C'est, évidemment, un autre genre ici. Mais est-il meilleur? Est-il pire? Je n'en sais rien. Il y a une chose qui me tourmente. J'aurais dû, peut-être, en finir une bonne fois avec toutes ces sales places et sauter le pas, carrément, de la domesticité dans la galanterie, ainsi que tant d'autres que j'ai connues et qui, soit dit sans orgueil, étaient moins avantageuses que moi. Si je ne suis pas ce qu'on appelle jolie, je suis mieux, sans fatuité, je puis dire que j'ai du montant, un chic que bien des femmes du monde et bien des cocottes m'ont souvent envié. Un peu grande, peut-être, mais souple, mince et bien faite, de très beaux cheveux blonds, de très beaux yeux bleus foncés, excitants et polissons, une bouche audacieuse, enfin une manière d'être originale et un tour d'esprit, très vif et langoureux, à la fois, qui plaît aux hommes. J'aurais pu réussir. Mais, outre que j'ai manqué par ma faute des occasions, épatantes, et qui ne se retrouveront probablement plus, j'ai eu peur. J'ai eu peur, car on ne sait pas où cela vous mène. J'ai frôlé tant de misère dans cet ordre-là, j'ai reçu tant de navrantes confidences. Et ces tragiques calvaires du dépôt à l'hôpital auquel on n'échappe pas toujours. Et pour fond de tableau, l'enfer de Saint-Lazare. Ça donne à réfléchir et à frissonner. Qui me dit aussi que j'aurais eu, comme femme, le même succès que comme femme de chambre? Le charme, si particulier, que nous exerçons sur les hommes, ne tient pas seulement à nous, si jolis que nous puissions être. Il tient beaucoup, je m'en rends compte, au milieu où nous vivons, au luxe, aux vices ambiants, à nos maîtresses elles-mêmes et aux désirs qu'elles excitent. En nous aimant, c'est un peu d'elles et beaucoup de leur mystère que les hommes aiment en nous. Mais il y a autre chose. En dépit de mon existence dévergondée, j'ai, par bonheur, gardé en moi, au fond de moi, un sentiment religieux très sincère, qui me préserve des chutes définitives et me retient au bord des pires abîmes. Ah! Si l'on n'avait pas la religion, la prière dans les églises, les soirs de morne purée et de détresse morale, si l'on n'avait pas la Sainte Vierge et Saint Antoine de Padoue, et tout le Bataclan, on serait bien plus malheureux, ça c'est sûr. Et ce qu'on deviendrait, et jusqu'où l'on irait, le diable seul le sait. Enfin, et ceci est plus grave, je n'ai pas la moindre défense contre les hommes. Je serais la constante victime de mon désintéressement et de leur plaisir. Je suis trop amoureuse, oui, j'aime trop l'amour, pour tirer un profit quelconque de l'amour. C'est plus fort que moi, je ne puis pas demander d'argent à qui me donne du bonheur et m'entr'ouvre les rayonnantes portes de l'extase. Quand ils me parlent, ces monstres-là, et que je sens sur ma nuque le piquant de leur barbe et la chaleur de leur haleine, va te promener. Je ne suis plus qu'une chiffe, et c'est eux, au contraire, qui ont de moi tout ce qu'ils veulent. Donc, me voilà au prieuré, en attendant quoi? Ma foi, je n'en sais rien. Le plus sage serait de n'y point songer et de laisser aller les choses au petit bonheur. C'est peut-être ainsi qu'elles vont le mieux. Pourvu que, demain, sur un mot de madame, et poursuivi jusqu'ici par cette impitoyable malchance qui ne me quitte jamais, je ne sois pas forcé, une fois de plus, de lâcher la baraque. Cela m'ennuierait. Depuis quelque temps, j'ai des douleurs aux reins et au ventre, une lassitude dans tout le corps, mon estomac se délabre, ma mémoire s'affaiblit, je deviens, de plus en plus, irritable et nerveuse. Tout à l'heure, me regardant dans la glace, je me suis trouvé le visage vraiment fatigué, et le teint, ce teint ambré dont j'étais si fière, presque couleur de cendre. Est-ce que je vieillirai déjà? Je ne veux pas vieillir encore. À Paris, il est difficile de se soigner. On n'a le temps de rien. La vie est trop fiévreuse, trop tumultueuse, on y est, sans cesse, en contact avec trop de gens, trop de choses, trop de plaisirs, trop d'imprévus. Il faut aller quand même. Ici, c'est calme. Et quel silence!
L'air qu'on respire doit être sain et bon. Ah. Si, au risque de m'embêter, je pouvais me reposer un peu. Tout d'abord, je n'ai pas confiance. Certes, madame est assez gentille avec moi. Elle a bien voulu m'adresser quelques compliments sur ma tenue, et se féliciter des renseignements qu'elle a reçus. Oh. Sa tête, si elle savait qu'ils sont faux, du moins que ce sont des renseignements de complaisance. Ce qui l'épate surtout, c'est mon élégance. Et puis, le premier jour, il est rare qu'elle ne soit pas gentille, ces chameaux-là. Tout nouveau, tout beau. C'est un air connu. Oui, et le lendemain, l'air change, connu, aussi. D'autant que madame a des yeux très froids, très durs, et qui ne me reviennent pas, des yeux d'avare, pleins de soupçons aigus et d'enquêtes policières. Je n'aime pas non plus ses lèvres trop minces, sèches, et comme recouvertes d'une pellicule blanchâtre, ni sa parole brève, tranchante qui, d'un mot aimable, fait presque une insulte ou une humiliation. Lorsque, en m'interrogeant sur ceci, sur cela, sur mes aptitudes et sur mon passé, elle m'a regardé avec cette impudence tranquille et sournoise de vieux douaniers qu'elles ont toutes, je me suis dit. Il n'y a pas d'erreur. Encore une qui doit mettre tout sous clé, compter chaque soir les morceaux de sucre et les grains de raisin, et faire des marques aux bouteilles. Allons. Allons. C'est toujours la même chose pour changer. Cependant, il faudra voir et ne pas m'en tenir à cette première impression. Parmi tant de bouches qui m'ont parlé, parmi tant de regards qui m'ont fouillé l'âme, je trouverai, peut-être, un jour, est-ce qu'on sait ? La bouche amie, et le regard pitoyable. Il ne m'en coûte rien d'espérer. Aussitôt arrivé, encore étourdi par 4 heures de chemin de fer en 3e classe, et sans qu'on ait, à la cuisine, seulement songé à m'offrir une tartine de pain, madame m'a promené, dans toute la maison, de la cave au grenier, pour me mettre immédiatement au courant de la besogne. Oh. Elle ne perd pas son temps, ni le mien. Ce que c'est grand cette maison. Ce qu'il y en a, là-dedans, des affaires et des recoins. Ah bien. Merci. Pour la tenir en état, comme il faudrait, 4 domestiques n'y suffiraient pas. En plus du rez-de-chaussée, très important car 2 petits pavillons, en forme de terrasse s'y surajoutent et le continu, elle se compose de 2 étages que je devrais descendre et monter sans cesse, attendu que madame, qui se tient dans un petit salon près de la salle à manger, a eu l'ingénieuse idée de placer la lingerie, où je dois travailler, sous les combles, à côté de nos chambres. Et des placards, et des armoires, et des tiroirs et des resserres, et des fouillis de toutes sortes, en veux-tu, en voilà. Jamais, je ne me retrouverai dans tout cela. À chaque minute, en me montrant quelque chose, madame me disait. Il faudra faire bien attention à ça, ma fille. C'est très joli, ça, ma fille. C'est très rare, ma fille. Ça coûte très cher, ma fille. Elle ne pourrait donc pas m'appeler par mon nom, au lieu de dire, tout le temps, ma fille, par-ci. Ma fille, par-là, sur ce ton de domination blessante, qui décourage les meilleures volontés et met aussitôt tant de distance, tant de haine, entre nos maîtresses et nous. Est-ce que je l'appelle, la petite mère, moi ? Et puis, madame n'a dans la bouche que ce mot, très cher. C'est agaçant. Tout ce qui lui appartient, même de pauvres objets de 4 sous, c'est très cher. On n'a pas idée où la vanité d'une maîtresse de maison peut se nicher. Si ça ne fait pas pitié, elle m'a expliqué le fonctionnement d'une lampe à pétrole, pareille d'ailleurs à toutes les autres lampes, et elle m'a recommandé. Ma fille, vous savez que cette lampe coûte très cher, et qu'on ne peut la réparer qu'en Angleterre. Ayez en soin, comme de la prunelle de vos yeux. J'ai eu envie de lui répondre. Et dis donc, la petite mère, et ton pot de chambre, est-ce qu'il coûte très cher ? Et l'envoie-t-on à Londres quand il est fêlé ? Non, là, vrai. Elles en ont du toupet et elles en font du chichi, pour peu de choses. Et quand je pense que c'est uniquement pour vous humilier, pour vous épater. La maison n'est pas si bien que ça. Il n'y a pas de quoi, vraiment, être si fier d'une maison. De l'extérieur, mon Dieu. Avec les grands massifs d'arbres qui l'encadrent somptueusement et les jardins qui descendent jusqu'à la rivière en pente molle, ornée de vastes pelouses rectangulaires, elle a l'air de quelque chose. Mais à l'intérieur, c'est triste, vieux, branlant, et cela sans le renfermer. Je ne comprends pas qu'on puisse vivre là-dedans. Rien que des niaras, des escaliers de bois à vous rompre le col et dont les marches gauchy tremblent et craquent sous les pieds,
des couloirs bas et sombres où, en guise de tapis moelleux, ce sont des carreaux mal joints, passés au rouge et vernis, glissant, glissant. Les cloisons trop minces, faites de planches trop sèches, rendent les chambres sonores, comme des intérieurs de violon. C'est Toc et province, quoi? Elle n'est pas meublée, pour sûr, comme à Paris. Dans toutes les pièces, du vieil acajou, de vieilles étoffes mangées au verre, de vieilles carpettes usées, décolorées, et des fauteuils et des canapés, ridiculement raides, sans ressort, vermoulus et boiteux. Ce qu'ils doivent vous moudre les épaules, et vous écorcher les fesses. Vraiment, moi qui aime tant les tentures claires, les vastes divans élastiques où l'on s'allonge voluptueusement sur des piles de coussins, et tous ces jolis meubles modernes, si luxueux, si riches et si gais, je me sens toute triste de la morne tristesse de cela. Et j'ai peur de ne pouvoir jamais m'habituer à si peu de confortable, à un tel manque d'élégance, à tant de poussières anciennes et de formes mortes. Madame, non plus, n'est pas habillée comme à Paris. Elle manque de chic et ignore les grandes couturières. Elle est plutôt fagotée, comme on dit. Bien qu'elle affiche une certaine prétention dans ses toilettes, elle retarde d'au moins 10 ans sur la mode. Et quelle mode? Quoique ça elle ne serait pas mal, si elle voulait, du moins, elle ne serait pas trop mal. Son pire défaut est qu'elle n'éveille en vous aucune sympathie, qu'elle n'est femme en rien. Mais elle a des traits réguliers, de jolis cheveux naturellement blonds, et une belle peau, une peau trop fraîche, par exemple, et comme si elle souffrait d'une mauvaise maladie intérieure. Je connais ces types de femmes et je ne me trompe point à l'éclat de leur teint. C'est rose dessus, oui, et dedans, c'est pourri. Ça ne tient debout, ça ne marche, ça ne vit qu'au moyen de ceintures, de bandages hypogastriques, de pessères, un tas d'horreurs secrètes et de mécanismes compliqués. Ce qui ne les empêche pas de faire leur poire dans le monde. Mais oui. C'est coquet s'il vous plaît, ça flirte dans les coins, ça étale des chairs peintes, ça joue de la prunelle, ça se trémousse du derrière, et ça n'est bon qu'à mettre dans des bocaux d'esprit de vin. Ah! Malheur! On n'a guère d'agrément avec elles, je vous assure, et ça n'est pas toujours ragoûtant de les servir. Soit tempérament, soit indisposition organique, je serais bien étonné que madame fût portée sur la chose. Aux expressions de son visage, aux gestes durs, aux flexions raides de son corps, on ne sent pas du tout l'amour, et jamais, le désir, avec ses charmes, ses souplesses et ses abandons, n'a passé par là. Des vieilles filles vierges, elles gardent, en toute sa personne, je ne sais quoi d'aigre et de suri, je ne sais quoi de desséché, de momifié, ce qui est rare chez les blondes. Ce n'est pas madame qu'une belle musique comme Faust, ah! Ce Faust ferait tomber de langueur et s'évanouir de volupté entre les bras d'un beau mâle. Ah, non, par exemple. Elle n'appartient pas à ce genre de femme très laide, sur les figures de qui l'ardeur du sexe met parfois tant de vie radieuse, tant de séduction et tant de beauté. Après tout, il ne faut pas se fier à des airs comme celui de madame. J'en ai connu de plus sévères et de plus grincheuses, qui éloignaient toute idée de désir et d'amour, et qui étaient de fameuses gourgandines, et qui faisaient les 419 coups, avec leur valet de chambre ou leur cocher. Par exemple, bien que madame se force pour être aimable, elle n'est sûrement pas à la cool, comme des fois j'en ai vu. Je la crois très méchante, très moucharde, très ronchonneuse, un sale caractère et un méchant cœur. Elle doit être, sans cesse, sur le dos des gens, à les asticoter de toutes les manières. Aidez, savez-vous faire ceci? Aidez, savez-vous faire cela? Ou bien encore, êtes-vous casseuse? Êtes-vous soigneuse? Avez-vous beaucoup de mémoire? Avez-vous beaucoup d'ordre? Ça n'en finit pas. Et aussi, êtes-vous très propre? Moi, je suis exigeante sur la propreté, je passe sur bien des choses, mais sur la propreté, je suis intraitable. Est-ce qu'elle me prend pour une fille de ferme, une paysanne, une bonne de province? La propreté? Ah! Je la connais, cette rengaine. Elles disent tout ça, et souvent, quand on va au fond des choses, quand on retourne leurs jupes et qu'on fouille dans leur linge, ce qu'elles sont sales. Quelquefois à vous soulever le cœur de dégoût. Aussi, je me méfie de la propreté de madame. Lorsqu'elle m'a montré son cabinet de toilette, je n'y ai remarqué ni petit meuble, ni baignoire, ni rien de ce qu'il faut à une femme soignée et qui la pratique dans les coins. Et ce que c'est sommaire, là-dedans, en fait de bibelots, de flacons, de tous ces objets intimes et parfumés que j'aime tant à tripoter. Il me tarde de voir madame, toute nue, pour m'amuser un peu.
Ça doit être du joli. Le soir, comme je mettais le couvert, monsieur est entré dans la salle à manger. Il revenait de la chasse. C'est un homme très grand, avec une large carrure d'épaules, de fortes moustaches noires, et un teint mat. Ses manières sont un peu lourdes, un peu gauches, mais il paraît bon enfant. Évidemment, ce n'est pas un génie comme monsieur Jules Lemaître, que j'ai tant de fois servi, rue Christophe Colomb, ni un élégant comme M. de Janzé. Ah, celui-là. Pourtant, il est sympathique. Ses cheveux drus et frisés, son cou de taureau, ses mollets de lutteur, ses lèvres charnues, très rouges et souriantes, attestent la force et la bonne humeur. Je parie qu'il est porté sur la chose, lui. J'ai vu cela, tout de suite, à son nez mobile, flaireur, sensuel, à ses yeux extrêmement brillants, doux en même temps que rigolos. Jamais, je crois, je n'ai rencontré, chez un être humain, de tels sourcils, épais jusqu'à en être obscènes, et des mains si velues. Ce qu'il doit en avoir un dessus de mal, le gros père. Comme la plupart des hommes peu intelligents et de muscles développés, il est d'une grande timidité. Il m'a examiné d'un air tout drôle, d'un air où il y avait de la bienveillance, de la surprise, du contentement, quelque chose aussi de polisson sans effronterie, de déshabilleur, sans brutalité. Il est évident que monsieur n'est pas habitué à des femmes de chambre comme moi, que je l'épate, que j'ai fait, sur lui, du premier coup, une grande impression. Il m'a dit, avec un peu d'embarras. Ah. Ah. C'est vous, la nouvelle femme de chambre? J'ai tendu mon buste en avant, j'ai baissé légèrement les yeux, puis, modeste et mutine, à la fois, de ma voix la plus douce, j'ai répondu simplement. Mais oui, monsieur, c'est moi. Alors, il a balbutié. Ainsi, vous êtes arrivé? C'est très bien, c'est très bien. Il aurait voulu parler encore, cherchait quelque chose à dire, mais, n'étant pas éloquent ni débrouillard, il ne trouvait rien. Je m'amusais vivement de sa gêne. Après un court silence. Comme ça, a-t-il fait, vous venez de Paris? Oui, monsieur. C'est très bien, c'est très bien. Et s'enhardissant. Comment vous appelez-vous? Célestine. Monsieur. Par manière de contenance, il s'est frotté les mains, et il a repris. Célestine. Ah. Ah. C'est très bien. Un nom pas commun, un joli nom, ma foi. Pourvu que madame ne vous oblige pas à le changer, elle a cette manie. J'ai répondu, digne et soumise. Je suis à la disposition de madame. Sans doute, sans doute. Mais c'est un joli nom. J'ai manqué éclater de rire. Monsieur s'est mis à marcher dans la salle, puis, tout d'un coup, il s'est assis sur une chaise, il a allongé ses jambes et mettant dans son regard comme une excuse, dans sa voix, comme une prière, il m'a demandé. Eh bien, Célestine, car moi, je vous appellerai toujours Célestine, voulez-vous m'aider à retirer mes bottes? Ça ne vous ennuie pas, au moins? Certainement, non, monsieur. Parce que, voyez-vous, ces sacrées bottes, elles sont très difficiles, elles glissent mal. Dans un mouvement que j'essayais de rendre harmonieux et souple, et même provoquant, je me suis agenouillé en face de lui. Et pendant que je l'aidais à retirer ses bottes, qui étaient mouillées et couvertes de boue, j'ai parfaitement senti que son nez s'excitait au parfum de ma nuque, que ses yeux suivaient, avec un intérêt grandissant, les contours de mon corsage et tout ce qui se révélait de moi, à travers la robe. Tout à coup, il murmure. Sapristi. Célestine. Vous sentez rudement bon? Sans lever les yeux, j'ai pris un air ingénu. Moi, monsieur? Bien sûr, vous. Parbleu. Je pense que ça n'est pas mes pieds. Oh. Monsieur. Et ce, oh. Monsieur, était, en même temps qu'une protestation en faveur de ses pieds, une sorte de réprimande amicale jusqu'à l'encouragement pour sa familiarité. A-t-il compris? Je le crois, car, de nouveau, avec plus de force, et même, avec une sorte de tremblement amoureux, il a répété. Célestine. Vous sentez rudement bon, rudement bon. Ah mais. Il s'émancipe, le gros père. J'ai fait celle qui était légèrement scandalisée par cette insistance, et je me suis tue. Timide comme il est et ne connaissant rien au truc des femmes, monsieur s'est troublé. Il a craint sans doute d'avoir été trop loin, et changeant d'idée brusquement. Vous habituez-vous ici, Célestine?
Cette question? Si je m'habitue ici? Voilà 3 heures que je suis ici. J'ai dû me mordre les lèvres, pour ne pas pouffer. Il en a de drôle, le bonhomme, et vraiment il est un peu bête. Mais cela ne fait rien. Il ne me déplaît pas. Dans sa vulgarité même, il dégage je ne sais quoi de puissant, et aussi une odeur de mâle, un fumet de fauve, pénétrant et chaud, qui ne m'est pas désagréable. Quand ses bottes eurent été retirées, et pour le laisser sur une bonne impression de moi, je lui ai demandé, à mon tour. Je vois que monsieur est chasseur. Monsieur a fait une bonne chasse, aujourd'hui? Je ne fais jamais de bonne chasse, Célestine, a-t-il répliqué, en hochant la tête. C'est pour marcher, pour me promener, pour n'être pas ici, où je m'ennuie. Ah! Monsieur s'ennuie ici? Après une pause, il a rectifié galamment. C'est-à-dire, je m'ennuyais? Car maintenant, enfin, voilà. Puis, avec un sourire bête et touchant. Célestine? Monsieur. Voulez-vous me donner mes pantoufles? Je vous demande pardon. Mais, monsieur, c'est mon métier. Oui, enfin. Elles sont sous l'escalier, dans un petit cabinet noir, à gauche. Je crois que j'en aurai tout ce que je voudrais de ce type-là. Il n'est pas malin, il se livre du premier coup. Ah! On pourrait le mener loin. Le dîner, peu luxueux, composé des restes de la veille, s'est passé sans incident, presque silencieusement. Monsieur dévore, et Madame pignoche dans les plats avec des gestes maussades et des moue dédaigneuses. Ce qu'elle absorbe, ce sont des cachets, des sirops, des gouttes, des pilules, toute une pharmacie qu'il faut avoir bien soin de mettre sur la table, à chaque repas, devant son assiette. Ils ont très peu parlé, et encore, sur des choses et des gens de l'endroit qui sont pour moi d'un intérêt médiocre. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils reçoivent très peu. D'ailleurs, il était visible que leur pensée n'était point à ce qu'ils disaient. Ils m'observaient, chacun, selon les idées qui les mènent, conduit, chacun, par une curiosité différente, madame, sévère et raide, méprisante même, de plus en plus hostile, et songeant, déjà, à tous les sales tours qu'elle me jouera, monsieur en dessous, avec des clignements d'yeux très significatifs et quoiqu'il s'efforçât de les dissimuler, d'étranges regards sur mes mains. En vérité, je ne sais pas ce qu'ont les hommes à s'exciter ainsi sur mes mains. Moi, j'avais l'air de ne rien remarquer à leur manège. J'allais, venais digne, réservé, à droite, lointaine. Ah! S'ils avaient pu voir mon âme, s'ils avaient pu écouter mon âme, comme je voyais et comme j'entendais la leur. J'adore servir à table. C'est là qu'on surprend ces maîtres dans toute la saleté, dans toute la bassesse de leur nature intime. Prudents, d'abord, et se surveillant l'un l'autre, ils en arrivent, peu à peu, à se révéler, à s'étaler tels qu'ils sont, sans phare et sans voile, oubliant qu'il y a autour d'eux quelqu'un qui rôde et qui écoute et qui note leur tare, leur bosse morale, les plaies secrètes de leur existence, tout ce que peut contenir d'infamie et de rêves ignobles le cerveau respectable des honnêtes gens. Ramasser ces aveux, les classer, les étiqueter dans notre mémoire, en attendant de s'en faire une arme terrible, au jour des comptes à rendre, c'est une des grandes et fortes joies du métier, et c'est la revanche la plus précieuse de nos humiliations. De ce premier contact avec mes nouveaux maîtres je n'ai pu recueillir des indications précises et formelles. Mais j'ai senti que le ménage ne va pas, que monsieur n'est rien dans la maison, que c'est madame qui est tout, que monsieur tremble devant madame, comme un petit enfant. Ah! Il ne doit pas rire tous les jours, le pauvre homme. Sûrement, il en voit, en entend, en subit de toutes les sortes. J'imagine que j'aurai, parfois, du bon temps à être là. Au dessert, madame, qui durant le repas n'avait cessé de renifler mes mains, mes bras, mon corsage, a dit d'une voix nette et tranchante. Je n'aime pas qu'on se mette des parfums. Comme je ne répondais pas, faisant semblant d'ignorer que cette phrase s'adressa à moi. Vous entendez, Célestine? Bien, madame. Alors, j'ai regardé, à la dérobée, le pauvre monsieur qui les aime, lui, les parfums, ou du moins, qui aime mon parfum. Les deux coudes sur la table, indifférent en apparence, mais, dans le fond, humilié et navré, il suivait le vol d'une guêpe attardée au-dessus d'une assiette de fruits. Et c'était maintenant un silence morne dans cette salle à manger que le crépuscule venait d'envahir, et quelque chose d'inexprimablement triste, quelque chose d'indiciblement pesant tombait du plafond sur ces deux êtres, dont je me demande vraiment à quoi ils servent et ce qu'ils font sur la terre.
La lampe, Célestine. C'était la voix de madame, plus aigre dans ce silence et dans cette ombre. Elle me fit sursauter. Vous voyez bien qu'il fait nuit. Je ne devrais pas avoir à vous demander la lampe. Que ce soit la dernière fois, n'est-ce pas? En allumant la lampe, cette lampe qui ne peut se réparer qu'en Angleterre, j'avais envie de crier au pauvre monsieur. Attends un peu, mon gros, et ne crains rien, et ne te désole pas. Je t'en donnerai à boire et à manger des parfums que tu aimes et dont tu es si privé. Tu les respireras, je te le promets, tu les respireras à mes cheveux, à ma bouche, à ma gorge, à toute ma chair. Tous les deux, nous lui en ferons voir de joyeuses, à cette pécore, je t'en réponds. Et pour matérialiser cette muette invocation, en déposant la lampe sur la table, je pris soin de frôler légèrement le bras de monsieur, et je me retirai. L'office n'est pas gai. En plus de moi, il n'y a que 2 domestiques, une cuisinière qui grinche tout le temps, un jardinier cocher qui ne dit jamais un mot. La cuisinière s'appelle Marianne, le jardinier cocher, Joseph. Des paysans abrutis. Et ce qu'ils ont des têtes. Elle, grasse, molle, flasque, étalée, le cou sortant en triple bourrelet d'un fichu sale avec quoi l'on dirait qu'elle essuie ses chaudrons, les 2 seins énormes et difformes roulant sous une sorte de camisole en cotonnade bleue plaquée de graisse, sa robe trop courte découvrant d'épaisses chevilles et de larges pieds chaussés de laine grise, lui, en manches de chemise, tablier de travail et sabots, rasé, sec, nerveux, avec un mauvais rictus sur les lèvres qui lui fendent le visage d'une oreille à l'autre, et une allure tortueuse, des mouvements sournois de sacristain. Tels sont mes 2 compagnons. Pas de salle à manger pour les domestiques. Nous prenons nos repas dans la cuisine, sur la même table où, durant la journée, la cuisinière fait ses saletés, découpe ses viandes, vide ses poissons, taille ses légumes, avec ses doigts gras et ronds comme des boudins. Vrai. Ça n'est guère convenable. Le fourneau allumé rend l'atmosphère de la pièce étouffante. Il y circule des odeurs de vieille graisse, de sauce rance, de persistante friture. Pendant que nous mangeons, une marmite où bout la soupe des chiens exhale une vapeur fétide qui vous prend à la gorge et vous fait tousser. C'est à vomir. On respecte davantage les prisonniers dans les prisons et les chiens dans les chenils. On nous a servi du lard au chou, et du fromage puant, pour boisson, du cidre aigre. Rien d'autre. Des assiettes de terre, dont l'émail est fendu et qui sentent le graillon, des fourchettes en fer blanc complètent ce joli service. Étant trop nouvelle dans la maison, je n'ai pas voulu me plaindre. Mais je n'ai pas voulu manger, non plus. Pour m'abîmer l'estomac davantage, merci. Pourquoi ne mangez-vous pas? M'a dit la cuisinière. Je n'ai pas faim. J'ai articulé cela d'un ton très digne. Alors, Marianne a grogné. Il faudrait peut-être des truffes à mademoiselle? Sans me fâcher, mais pincée et hautaine, j'ai répliqué. Mais, vous savez, j'en ai mangé des truffes. Tout le monde ne pourrait pas en dire autant ici. Cela l'a fait taire. Pendant ce temps, le jardinier cocher s'emplissait la bouche de gros morceaux de lard, et me regardait en dessous. Je ne saurais dire pourquoi, cet homme a un regard gênant, et son silence me trouble. Bien qu'il ne soit plus jeune, je suis étonné de la souplesse, de l'élasticité de ses mouvements, ses reins ont des ondulations de reptile. J'en arrive à le détailler davantage. Ses durs cheveux grisonnants, son front bas, ses yeux obliques, ses pommettes proéminentes, sa large et forte mâchoire, et ce menton long, charnu, relevé, tout cela lui donne un caractère étrange que je ne puis définir. Est-il godiche? Est-il canaille? Je n'en sais rien. Pourtant, il est curieux que cet homme me retienne de la sorte. À la longue, cette obsession s'atténue et s'efface. Et je me rends compte que c'est là encore un des 1000 et 1000 tours de mon imagination excessive, grossissante et romanesque, qui me fait voir les choses et les gens en trop beau ou en trop laid, et qui, de ce misérable Joseph, veut à toute force créer quelqu'un de supérieur au rustre stupide, au lourd paysan qu'il est réellement. Vers la fin du dîner, Joseph, sans toujours dire un mot, a tiré de la poche de son tablier la libre parole, qu'il s'est mis à lire avec attention, et Marianne, qui avait bu 2 pleines carafes de cidre, s'est amollie, est devenue plus aimable. Vautrée sur sa chaise, ses manches retroussées et découvrant le bras nu, son bonnet un peu de travers sur des cheveux dépeignés, elle m'a demandé d'où j'étais, où j'avais été, si j'avais fait de bonnes places, si j'étais contre les Juifs. Et nous avons causé, quelque temps, presque amicalement.
À mon tour, j'ai demandé des renseignements sur la maison, s'il venait souvent du monde et quel genre de monde, si monsieur faisait attention aux femmes de chambre, si madame avait un amant. Ah. Non, il fallait voir sa tête et celle de Joseph que mes questions interrompaient, par à-coups, dans sa lecture. Ce qu'ils étaient scandalisés et ridicules. On n'a pas idée de ce qu'ils sont en retard, en province. Ça ne sait rien, ça ne voit rien, ça ne comprend rien, ça s'esbrouffe de la chose la plus naturelle, et cependant, lui, avec son air pâteau et respectable, elle, avec ses manières vertueuses et débraillées, on ne m'ôtera pas de l'esprit qu'ils couchent ensemble. Ah. Non. Il faut être vraiment privé pour se payer un type comme ça. On voit bien que vous venez de Paris, de je ne sais d'où. M'a reproché aigrement la cuisinière. À quoi Joseph, dodelinant de la tête, a brièvement ajouté. Pour sûr. Il s'est remis à lire la libre parole. Marianne s'est levée pesamment et a retiré la marmite du feu. Nous n'avons plus causé? Alors, j'ai pensé à ma dernière place, à Monsieur Jean, le valet de chambre, si distingué avec ses favoris noirs et sa peau blanche soignée comme une peau de femme. Ah! Il était si beau garçon, Monsieur Jean, si gai, si gentil, si délicat, si adroit, lorsque, le soir, il nous lisait fin de siècle, qu'il nous racontait des histoires polissonnes et touchantes, qu'il nous mettait au courant des lettres de monsieur. Il y a du changement, aujourd'hui. Comment cela est-il possible que j'en sois arrivé à m'échouer ici, parmi de tels gens, et loin de tout ce que j'aime? J'ai presque envie de pleurer. Et j'écris ces lignes dans ma chambre, une sale petite chambre, sous les combles, ouverte à tous les vents, au froid de l'hiver, aux brûlantes chaleurs de l'été. Pas d'autre meuble qu'un méchant lit de fer et qu'une méchante armoire de bois blanc, qui ne ferme point et où je n'ai pas la place de ranger mes affaires. Pas d'autre lumière qu'une chandelle qui fume et coule dans un chandelier de cuivre. Ça fait pitié. Si je veux continuer à écrire ce journal, ou seulement lire les romans que j'ai apportés et me tirer les cartes, il faudra que je m'achète de mon propre argent, des bougies, car, pour ce qui est des bougies de madame, la peau. Comme disait monsieur Jean. Elles sont souclées. Demain, je tâcherai de m'arranger un peu. Au-dessus de mon lit, je clouerai mon petit crucifix de cuivre doré, et je mettrai sur la cheminée ma bonne vierge de porcelaine peinte, avec mes petites boîtes, mes petits bibelots et les photographies de monsieur Jean, de façon à introduire dans ce galetas un rayon d'intimité et de joie. La chambre de Marianne est voisine de la mienne. Une mince cloison la sépare et l'on entend tout ce qui s'y fait. J'ai pensé que Joseph, qui couche dans les communs, viendrait peut-être chez Marianne. Mais non. Marianne a longtemps tourné dans la chambre. Elle a toussé, craché, traîné des chaises, remué un tas de choses. Maintenant elle ronfle. C'est sans doute dans la journée qu'ils font ça. Un chien aboie, très loin, dans la campagne. Il est près de 2 heures, et ma lumière va s'éteindre. Moi aussi, je vais être obligée de me coucher. Mais je sens que je ne pourrai pas dormir. Ah! Ce que je vais me faire vieille, dans cette baraque. Non, là, vrai.